Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Légende épisode spécial numéro 8. Nous retrouvons encore une fois quelqu'un que j'ai eu comme invité il n'y a pas si longtemps que ça, qui était venu pour nous parler de Hayashi Daiki. Bien évidemment, ce coup-ci on va parler de Shinda Mishiki. Mes hommages. Voilà, encore une fois cette signature, vas-y tu peux le répéter encore une fois. Enfin, bon bref. Alors tout d'abord, comme la dernière fois, c'est la tradition, hein. Tout d'abord, pourrais-tu commencer par nous expliquer qu'est-ce qui t'a inspiré pour ton personnage? Y a-t-il quelque chose, enfin, de plus ou moins, un côté plus ou moins personnel que tu as voulu faire ressortir par rapport à sa psychologie? Y a-t-il quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a fait te dire j'ai envie de jouer un personnage comme ça? Alors, tout de suite de base, le côté nécromancien un petit peu psychopathe, j'ai voulu le développer. Après, ce qui est amusant, c'est ce que je prévoyais de faire avec Mishiki. À la base, j'avais l'idée d'un personnage qui se battait avec des têtes réduites en mode vaudou. Donc, pour ceux qui ont un peu suivi les RP de Mishiki, c'est pas du tout ça. Mais j'avais cette idée de base, et c'est vrai que ça a énormément évolué, mais ça reste quand même le personnage que j'ai le plus poussé dans le monde RP que j'ai trouvé. Alors vraiment un personnage que même au-delà de Daiki, qui est vraiment ta plus grosse création. C'est mon bijou, c'est mon bébé. Ouais. On a tous un autre petit personnage bébé. C'est exactement ça. Et Mishiki a été le deuxième que j'ai fait, car en fait j'ai découvert le RP sur Shinobi no Atan par le biais de Gekaipo qui m'y avait initié. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Shinda Mishiki à la base était un DC. Et puis finit par devenir Au final, le DC est devenu beaucoup plus fort que le main count de l'époque. Donc j'ai transféré toute l'influx quand c'était possible à l'époque de mon Sunajin, qui était un marionnettiste. J'ai tout transféré sur Mishiki, comme je voyais que je faisais beaucoup plus de RP avec lui, que j'avais beaucoup plus de projets avec lui. Et c'est devenu mon compte principal. Alors, pour commencer, peux-tu d'abord nous raconter plus ou moins l'enfance de ton personnage, qui a été une enfance assez sportive, hein, assez, on va dire, atypique. Hein, un petit peu, oui. Bon. Un petit peu beaucoup, hein. Bon, il y avait des parents qui étaient médecins, qui étaient des scientifiques, donc il a hérité de ce petit goût de la science, et il a très vite développé le hobby très original, on va dire, de disséquer des animaux. Ouais, très très original. Voilà. À quel âge il a fait sa première dissection? Alors attends, que je retrouve ça. Je sais plus du tout, mais très tôt quand même. 11 ans. Voilà. 11 ans, il a reçu ses premiers scalpels. Voilà. À 11 ans, il y en a qui jouent à la console, il y en a qui jouent au foot, il y en a qui disséquent des animaux. Voilà. Donc il a reçu ses premiers scalpels de ses 11 ans, et il a qualifié ça du plus beau cadeau du monde. Il semblait avoir vraiment hérité de la passion de ses parents. C'est ça. Donc il a développé cette passion, il a disséqué pas mal d'animaux pour apprendre l'anatomie, pour essayer de comprendre le métier de ses parents et de les rejoindre plus tard dans cette profession. Sauf que très vite est apparu quelque chose auquel il ne s'était pas attendu, un sentiment très particulier, le remords, où il s'est dit mais pourquoi je fais ça, c'est vraiment égoïste de mettre fin à des vies pour satisfaire une simple soif de connaissance. Et très vite il s'est dégoûté lui-même de ce qu'il faisait, donc il a totalement arrêté, ce qui n'a pas manqué d'alerter ses parents parce qu'il est quand même passé, ce qui était une passion a totalement disparu. Et donc ils ont essayé de comprendre et ils ont retrouvé un triste jour le plus beau cadeau du monde qu'il avait reçu à ses 11 ans, bien enfoui dans une poubelle. Ils ont essayé de comprendre, ils ont questionné leur fils, qui leur a expliqué qu'il ne voulait pas faire ça et qui en est venu à les qualifier d'assassins parce que c'était leur métier, c'est ce qu'ils faisaient tout le temps. Donc, en plus du remords, un dégoût pour ses propres parents.
Et à ce moment-là, ses parents lui ont dit, mais enfin, tu sais qu'on n'est pas responsable de tous ces animaux que tu as fait mourir, c'est toi qui les as tués, c'est pas nous. Et à ce moment-là, Nishiki a regardé les scalpels sur la table, il a regardé ses parents, et il a très vite fait le rapprochement. Donc il s'est saisi des scalpels et il a assassiné ses propres parents. Mais on va dire, à cette époque-là, c'était vraiment par rage, hein. C'était car il avait le sang chaud à ce moment précis. C'était plus un accès de rage qu'un côté psychopathe, vide de sang, etc. Cela se développera d'un certain sens plus tard, hein, beaucoup plus tard. Mais effectivement, à cette époque-là, c'était un gamin qui s'est rendu compte qu'il avait du sang sur les mains alors qu'il a voulu simplement faire de la biologie. Et quelque chose que voilà, le premier meurtre sur ses parents. Donc suite à ça, il a quitté le foyer familial. Il est tombé sur une femme qui l'a recueilli, qui lui a demandé quelle était son histoire, quel était son passé, il lui a expliqué. Et au lieu d'avoir peur et de le renier, elle l'a élevé, elle l'a recueilli. Et face à un gamin qui était perdu, qui au final n'avait plus d'avenir, il ne savait pas ce qu'il allait faire, vu que la profession qu'il s'était toujours vu accomplir le dégoûtait, il se demandait ce qu'il allait pouvoir faire. Et à ce moment-là, cette femme lui a dit, bah écoute, quitte à te mettre au service de quelque chose, de quelqu'un ou d'une cause, deviens un shinobi. Donc elle-même shinobi lui a enseigné ce qu'elle connaissait sur l'affinité du doton, dont il a développé certains talents par la suite. Et elle l'a également mis en relation avec un homme qui était nécromancien. Et c'est cet homme qui a formé Nishiki à plus ou moins ce qu'il est aujourd'hui. Et justement, enfin, j'y pensais, est-ce que le fait de devenir nécromancien, dans certains sens, c'était une sorte de manière pour Nishiki de vouloir plus ou moins se rattraper des personnes qu'il avait tuées en leur rendant d'un certain sens la vie, malgré que ça soit quelque chose d'assez lugubre, d'assez morbide, mais est-ce que cela était une manière pour lui de tenter de racheter le sang qu'il avait sur les mains ? C'est exactement ce qui lui est venu à l'esprit quand on lui a proposé ça. Il l'a accepté, mais sans hésitation, car il a vu ça, oui, comme un moyen de dédramatiser ses meurtres, et d'offrir une seconde chance à ces personnes, enfin, plutôt ces animaux à ce moment-là. Même si au final, à partir du moment où il a réussi à intégrer le village de Kiri, le premier cadavre qu'il utilisait pour se battre, et là, bien sûr, il y avait une petite référence à Sasori dans le manga, il a récupéré les corps de ses parents et il s'en servait pour se battre au tout début quand il était guigné. Est-ce que cela était de manière naturelle ou cela était-il pour exprimer une certaine forme de regret d'avoir tué ses propres parents ? Au départ, quand il était plus jeune, au moment des faits, il a exprimé un profond regret. Et très vite, il s'est dit non. J'ai bien fait, c'était des monstres, c'était les pires enfoirés du monde. En fait, il a vu. Donc il n'a éprouvé aucun remords à les utiliser comme armes, et simplement comme armes, sachant que la nécromancie ne permet pas de récupérer la personnalité, l'âme, les techniques d'un cadavre. Elle les transforme juste en zombies. Pour récupérer les souvenirs, l'âme, etc. C'est plus de l'Edo Tensei ou accessoirement une combinaison de nécromancie et de Mamoru, ce qu'a fait Ahari. Donc c'était vraiment... Donc nous pourrions directement voir, on voit directement la grosse différence entre ce gamin assez innocent qu'il était et cet adulte qui devient directement beaucoup plus froid, hein, n'hésitant pas à utiliser, j'ai envie de dire, la logique de Kira, hein, pour ceux qui connaissent plus ou moins le manga Death Note. Les gens sont des monstres, alors les anéantir, c'est une bonne chose. Et il avait une vision assez particulière du monde, dans le sens où il voyait l'homme comme un fléau, et toujours ce petit regret vis-à-vis de... C'est assez bizarre de se dire ça, mais Nishiki s'est basé quand même sur le fait qu'il regrettait d'avoir tué tous ces petits animaux. Donc, un certain amour pour la nature,
et une certaine aversion des hommes. Et c'est également ça qui lui a permis de nouer un lien quasi immédiatement avec Gekai Po. Gekai Po, qui a RP la personne qui t'a fait connaître le RP et qui, in RP, a été vraiment le grand ami de Michiki. Hein. Justement, peux-tu nous parler un petit peu de cette relation qu'entretenaient Po et Michiki, bien sûr en toute amitié, hein, pour ceux qui directement sont partis un peu dans des délires bizarres. Peux-tu nous expliquer cette rencontre? Comment est-ce qu'ils ont fait pour se lier d'amitié à ce point-là? Avait-il des points communs et une vision du monde relativement similaire? Alors oui, c'était justement cette vision de la nature. Pour un Gekai, c'était tout à fait naturel. Po avait développé son personnage là-dessus, sur le fait que, ayant la capacité de se transformer en animal, il était proche de la nature. Et lorsque Michiki l'a rencontré, il a vu le clan Gekai comme un clan de surhommes qui avaient réussi à transcender leurs conditions de simples humains pour devenir des animaux et revenir à des instincts peut-être primaires, mais qui étaient en accord avec la nature, qui la respectaient et qui en faisaient totalement partie. Et un sentiment qui s'est tout de suite développé, du coup, ça a été une certaine envie et une certaine jalousie de ce pouvoir. Ce qui est assez ironique, puisque maintenant, Michiki fait partie du clan Gekai. Mais Michiki, en fait, aurait voulu naître Gekai. Oui. Sur le coup, il a vu ce pouvoir, mais comme une illumination, et il voulait en faire partie, et il a bien vu que ce n'était pas possible. Donc, cette relation avec Po lui a aussi permis de se rapprocher du clan, et de mener quelques expériences de son côté, qui n'ont abouti que très récemment, au final. Mais nous en reparlerons de cette étape assez importante de la vie de Michiki. Pour le moment, nous pouvons commencer peut-être à parler de qu'est-ce que Michiki a pu accomplir quand il était genin. Était-il naturellement très doué? Était-il destructeur dans ses combats? Était-il plutôt quelqu'un de réfléchi, de calme? Peux-tu nous expliquer comment quelqu'un qui semblait avoir d'un certain sens un sacré sang-froid, hein, pour se servir d'un pouvoir pareil sans aucun remords, peux-tu nous parler de comment est-ce qu'il était lorsqu'il débutait à peine dans le monde des shinobi? Alors au niveau du style de combat, oui, c'était quelqu'un qui n'était pas un grand destructeur qui visait le contrôle de zone. Il restait quand même assez posé, assez basé sur la distance, c'est toujours un petit peu le cas. Il utilisait ses corps pour attaquer à sa place. Au niveau de sa relation avec le village, bien évidemment, quand quelqu'un connaît la nécromancie, vous n'avez pas envie d'être forcément son ami au début. Donc il était, entre guillemets, mal vu par ses confrères Kirijin, et il a pris ça. Quelque chose d'assez ironique pour la future, on va dire, oui, Kiri, voilà. Hein. C'était assez ironique, effectivement. C'était pas comme ça. Donc, ouais, sur le coup, il a plus utilisé cette aversion que le village pouvait lui porter comme une force, et pour dire, je n'ai pas besoin de votre aval, je n'ai pas besoin que vous me reconnaissiez pour devenir quelqu'un et pour devenir plus fort. Et Po lui a permis de devenir beaucoup plus fort et d'arriver à un niveau assez important par la suite. Donc ensuite s'ensuit une assez grosse transition, puisque Michiki n'est jamais devenu Chunin. Jamais. Il n'est jamais devenu Chunin. Il est passé de stade de Genin à celui de Jonin, sans aucune transition. Peux-tu nous expliquer qu'est-ce qui a pu faire quelque chose? Est-ce que cela était par rapport à son talent? Est-ce que c'était naturellement que les personnes se sont rendu compte, peut-être trop tardivement, qu'il était déjà devenu suffisamment fort pour être un Jonin? Il a été entraîné par Po, donc, qui avait quand même eu le niveau pour devenir chef du Mizuto. Donc il a très très vite
progressé, il a très vite développé son talent, et il avait notamment participé à un acte même qui était assez décisif pour lui, et qui a marqué son passage au grade de Jonin. C'est lors d'une mission qui s'est voulue diplomatique de la part de Kumo, qui s'était rendu à Kiri, dans le but de nouer un lien diplomatique avec la brume, sauf que très vite la rencontre a dégénéré totalement, puisque l'autre Genin de l'équipe d'en face s'est mise à insulter Po, qui était chargé de mener la discussion, et donc l'affrontement a eu lieu, et Michiki a réussi à assassiner cette Kadoria qui s'était montrée insultante envers son sensei, donc ça l'a un petit peu énervé, et voilà ce qui s'est passé. Est-ce que cela était-il par rapport à un tempérament plus ou moins explosif comme a pu nous montrer son enfance, ou est-ce que cela était plutôt une forme de loyauté envers son sensei qu'il respectait Un peu des deux, je pense. Un peu des deux, parce qu'on reconnaît là un accès de rage comme il avait eu étant plus jeune envers ses parents. Et là, le fait que ça vise la personne qui lui permettait de s'intégrer véritablement à Kiri, il l'a foncé directement. Il était le seul Genin après dans tout l'affrontement. Il y avait un Chunin, un Jonin du côté de Kumo et pareil du côté de Kiri, si je ne m'abuse. Et donc il a réussi à sortir de cet affrontement malgré son faible niveau. Il aurait pu faire partie des dommages collatéraux comme la Kumojin qu'il avait assassiné. Mais la mission s'est soldée par une réussite de la part de Kiri, qui avait capturé, il me semble, le Kumojin en charge de la mission, tandis qu'un autre s'est enfui. Donc, pour un Genin, c'était peu commun de voir quelqu'un d'un faible niveau résister à ce genre d'affrontement qui avait quand même été assez sanglant. Et peux-tu nous parler peut-être de la réaction qu'a éprouvé Po devant peut-être cet accès de colère A-t-il plus ou moins reconnu son élève? S'est-il rendu compte plus ou moins des multiples facettes de Michiki? Comment est-ce qu'il a vu cet accès de colère? S'est-il dit ce que Michiki pouvait être une bombe à retardement, ou est-ce qu'il n'a absolument pas douté de son élève, étant sûr et certain que malgré un certain tempérament, il restait quelqu'un sur qui on pouvait réellement compter sans avoir à redouter des accès de colère de sa part? Peu importe l'accès de colère qui pouvait motiver Michiki, Po savait pertinemment qu'il était beaucoup plus fort que Michiki, et son utilisation de la sensorialité lui permettait d'anticiper et de contrôler ce qui se passait sur le champ de bataille. Donc le jour où Michiki pouvait perdre ses moyens face à lui, il ne doutait absolument pas qu'il pouvait le maîtriser en 2 secondes. Donc il n'a pas vu ça. Ah, en fait, c'était la confiance c'était la fameuse théorème du plus fort en fait. C'était ça. Il n'avait aucun doute sur l'issue d'un combat entre les deux, et il y en a eu plusieurs, et à chaque fois Michiki se faisait rétamer, mais vénère. Donc il ne s'en est pas fait, et il a été fier de voir que son élève se montrait aussi dévoué que lui à la défense de son village, et de voir cette loyauté envers lui, il s'est dit: voilà un allié de taille, ça va pas simplement être un élève que j'entraîne pour le compte du village, ça va être un allié de taille pour plus tard. Et finalement, Michiki devient Jonin, puis intègre le Mizuto. Est-ce que cela s'est fait avant ou après le départ de son sensei, de son grand ami Gekaipo? Alors ça s'est fait avant, puisqu'en fait, Po, en même temps que Michiki a été promu Jonin, s'est vu confier la charge du Mizuto, dont il a totalement refait l'organisation, qui est restée après, avec les 3 sections d'espionnage, de traque, etc. Ouais. Donc tout ça était c'est Po qui avait remanié tout le Mizuto, et donc étant à la tête du Mizuto, il s'est chargé lui-même d'en recruter de nouveaux membres, et Michiki en a
très vite fait partie naturellement. Également le personnage qui nous avait accompagnés lors de cette mission face à Kumo aux portes de Kirin, qui était Yakushi Ojo. Et donc tous deux ont été promus membres du Mizuto à ce moment-là par Po. Et donc à partir de ce moment-là, la mentalité de Nishiki a évolué puisqu'il a vu que malgré le fait que certains villageois pouvaient être dégoûtés vis-à-vis de ces techniques de nécromancie, il y avait une forme de reconnaissance de la part de Kiri. Et il n'était pas juste considéré comme un monstre. Donc à partir de là, je dirais que c'est à partir de ce moment-là que le patriotisme réel de Nishiki s'est développé et qu'il s'est dit qu'il allait défendre la brume pendant un bon moment. Et vient finalement le départ de Gekaipo. Comment a réagi Nishiki, hein, quelque chose qui a dû plus ou moins le toucher d'une certaine manière. Comment est-ce qu'il s'est senti sans cette personne qui on va dire, l'a mis en confiance par rapport à son village? Alors, pour resituer le contexte, suite à la mission de Kumo à Kiri qui s'est très mal terminée, la guerre était inévitable. Donc, Kiri et Kumo se sont livrés une guerre sans merci. Et c'est au terme de cette guerre que Gekaipo a mystérieusement disparu. Il n'a pas donné signe de vie à Kiri. Personne ne savait où il était. Donc, c'est à partir de ce moment-là que Gekaipo est devenu Ishidate Masamune et qu'il a infiltré Kumo pour en devenir le Minami Raikage. Voilà. Un poste qui avait été laissé vacant par Kadoria Uryo, le Shodem Raikage. Qui a disparu suite à cette guerre, suite à un affrontement contre Nishiki, justement. Ils avaient combattu contre Nishiki et Ojo. Un combat qui s'est terminé par la mort de Yakushi Ojo, qui était le compagnon qui était l'acolyte de Nishiki pendant la guerre, du coup. Et Uryo a épargné Nishiki sur sa demande. Il lui a demandé s'il pouvait récupérer le corps et s'en aller. Donc Uryo a accepté, et après ça, également la disparition de Uryo. Et d'un coup, les deux amis de Nishiki disparaissent, et peux-tu nous parler de cette réaction qui a dû être assez puissante? Donc oui, après coup, il y avait eu un deuxième tour à la guerre où Nishiki s'était retrouvé à la tête d'une équipe face à Isaac Akira. Donc, et également là, un membre de Kiri était mort, c'est plus du tout le pseudo, je suis désolé, mais le joueur a disparu. Et c'est pas trop grave. Voilà, non, mais bon. Et donc, Nishiki se retrouve après la guerre avec quand même 2 compagnons morts. Yakushi Ojo qui l'avait pas mal accompagné, qui était un allié, plus un allié qu'un ami, je dirais. Mais ça, après, c'est qu'un détail. Il s'est retrouvé avec 2 alliés qui sont morts et son plus grand et fidèle ami, Gekaipo, porté totalement disparu. Donc, Nishiki s'est retrouvé un petit peu perdu, mais il s'est vite fait rattraper par ses responsabilités au sein du village. Il pouvait pas se permettre de perdre la raison, de plus savoir comment réagir. Donc, un peu contre son gré, il a dû porter son deuil, mais très vite, il a appris par Gekaipo qui l'a contacté, qu'il était bien vivant, et il l'a informé de ce qu'il était en train d'accomplir, à savoir qu'il était à la tête de Kumo et que par cette infiltration, il pouvait permettre à Kumo et Kiri de régler définitivement les différends qui les opposaient depuis très longtemps maintenant. Donc ça a permis à Nishiki du coup de se dire bon, il n'a pas disparu, je peux continuer à m'entraîner et je peux continuer à occuper mon poste au sein de la brume. Et finalement, il s'implique plus ou moins dans une très grande guerre jusqu'à Ainokuni. Voilà, c'est ça. Il a pris ensuite... en fait, après la disparition de Po, Yoro a confié les rênes du Mizuto à Nishiki. Donc là-dessus, Nishiki a toujours été quand même un sacré opportuniste. Toujours à récupérer les restes derrière. Que ce soit au niveau physique, avec les cadavres sur les champs de bataille, ou au niveau de l'administratif, comme là, où il avait récupéré
En fait, il ne perdait pas réellement. Ah, jamais, jamais. Pareil, lorsqu'il a appris l'Edo Tensei auprès de son sensei, il a appris que celui qui lui avait appris la nécromancie était le seul à connaître cet arcane. Donc il est allé le voir et il lui a demandé de lui enseigner cet arcane. Et suite à ça, il lui a dit « T'es vraiment le seul à Mizuno Kuni à connaître ça ?» Son sensei lui a répondu « Oui », et donc il l'a tué, il a fait « Maintenant c'est moi le seul ». Allez, bim. Il n'a jamais perdu le nord. C'est un opportuniste, mais comme pas possible. Donc, après, il y a eu en effet toute la trame autour de Maka qui s'est développée et qui a fait un bond en avant avec la bataille à Ain no Kuni, où Nishiki s'est retrouvé face à Samui Mahan, la même Shodaime Mizukage. Il était aux côtés de Abashi Zanshi. Revenu sous la forme d'un... Revenu sous la forme d'un Edo Tensei. La forme d'un Edo Tensei qui était contrôlé par Irana, la nécromancienne au service de Maka. L'affrontement du nécromancien contre le nécromancien. C'est exactement ça. Et donc pour cette bataille, Nishiki est accompagné de Zanshi et de Niku. Donc ils sont venus à bout de l'Edo Tensei. Mais pareil, ce combat a été assez déterminant dans la mentalité du personnage, puisqu'il s'est rendu compte que lui, qui était quand même un nécromancien, enfin, le meilleur nécromancien qu'il y a à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il n'était pas le meilleur au monde. Loin de là. Il venait de faire face à l'Edo Tensei, un shinobi qui était de rang SSS, et avec les rapports du combat, il s'est rendu compte que cette nécromancienne ne s'était pas contentée de juste réinvoquer le Shodaime Mizukage. Elle avait réinvoqué bon nombre de shinobi très puissants. Donc il s'est pris en pleine face le fait que il était peut-être fort au sein de la brume, mais au niveau international, il n'était peut-être pas aussi important qu'il faut. Voilà, il était le meilleur chez lui, mais il n'était pas aussi fort. Voilà, il lui restait beaucoup à apprendre. Et s'ensuit finalement une décision assez, on va dire, radicale de sa part. Une totale remise en question. Il décide de partir et reprendre totalement son entraînement à zéro. C'est ça. Donc face à cette... Oui, quand il s'est rendu compte de ça, il a pris la décision en fait de quitter Kiri. Non pas de déserter, mais de s'éloigner de Kiri pour ne pas être tenu par ses responsabilités, ses obligations de gradé, pour pouvoir se concentrer essentiellement sur lui et sur son perfectionnement dans la nécromancie ou même dans les autres domaines qu'il utilisait pour se battre. Et donc s'en est suivi un voyage de 3 ans quand même. Qui a duré un très long moment. Et après ce départ, s'ensuit finalement le retour de Nishiki relativement récent, malgré une très brève réapparition dans une mission entre-temps. Peux-tu nous parler plus ou moins de ce qu'a pu faire Nishiki depuis ce retour? Il a créé son organisation, le Fumetsu. Peux-tu peut-être nous en parler un petit peu? Alors, donc, oui, Nishiki est revenu il n'y a pas longtemps, et donc il est revenu au bout de 3 ans en s'étant dit, bon, je pense que voilà, je suis devenu un peu plus fort, je peux retrouver ma patrie. Et quelle ne fut pas sa surprise d'arriver sur les terres de Mizuno Kuni et de retrouver Kiri ensemble. Donc là... complètement détruite par Zo et bien aidée par Samidare Kishio. Totalement déboussolé. Parce qu'au final, son voyage, il avait un but. Et il savait très bien qu'une fois ce but atteint, il pouvait retourner à Kiri pour défendre Kiri. Donc il gardait toujours un but. Et là, face à Kiri totalement détruit, il s'est retrouvé sans rien. Sans avenir, sans savoir quoi faire. Donc son premier réflexe a été d'essayer de chercher Gekaipo. Donc il s'est dirigé vers le seul endroit où il savait qu'il pourrait le retrouver, à savoir Kumo. Sauf que bien évidemment, entre-temps, Po n'était plus du tout Raikage. Depuis un très long moment. Donc il s'est retrouvé à Kaminari no Kuni et a rencontré quelqu'un qu'il avait déjà rencontré par le passé lors de la conquête de Yuki no Kuni, Akushi Miho, qui s'est avéré être un allié de Po et qui l'a informé que Po l'avait contacté et il était bien en vie
il avait plusieurs projets et il ne tarderait pas à venir à Kaminari pour régler certaines affaires. Et donc c'est à ce moment-là que Nishiki et Po se sont réunis. Et c'est également à ce moment-là que Nishiki, pendant tout son voyage jusqu'à Kaminari, a eu le temps de bien ruminer et a décidé de fonder l'organisation du Fumetsu, qui est une organisation basée sur l'information, qui était une phrase que lui sortait tout le temps Po lorsqu'il était son sensei, c'est que l'information c'est le pouvoir. Et face à la destruction de Kiri, il s'est dit si Kiri avait été au courant des Furyu et de ce qu'il pouvait accomplir, Kiri n'aurait peut-être pas subi ce sort. Mais l'information ne peut pas être totale puisque chaque village a ses informations et les garde, c'est naturel. Et donc il a voulu mettre en place un réseau d'informations réunissant toute information possible, que ce soit du côté de Suna, de Kumo, il voulait un réseau complet que rien ne soit caché, et c'est pour ça que le Fumetsu a été mis en place. Et c'est là que c'est forcément. Voilà, et entre temps, Gekei, Shinda Mishiki parvient à réussir son expérience, à devenir lui-même un Gekei. Finalement, il y arrive au terme d'une mission improvisée qui s'est lancée avec Po. Lors de leur départ de Kaminari, Po lui a confié qu'il avait eu vent d'une rumeur sur une caverne renfermant les secrets de son clan. Donc il a demandé de l'aide auprès de Nishiki pour pouvoir enquêter là-dessus. Il s'est retrouvé dans une grotte où un Gekkai totalement corrompu et totalement hors de contrôle sévissait. Et ce Gekkai, qui ne ressemblait à aucun animal connu, qui ressemblait plus à un monstre qu'autre chose, a infecté Nishiki avec un poison qui n'a fait que révéler son pouvoir de Gekkai, qui était en fait tapi depuis longtemps en lui, né de son envie de rejoindre le clan, mais qui n'avait jamais su révéler. Et ce combat lui a permis de développer ce talent et maintenant de l'utiliser. Et c'est sur ceci que nous allons terminer cette émission. Shinda Mishiki qui est très loin d'avoir fini de choquer plus ou moins le monde, qui n'a très loin d'avoir fini de faire parler de lui. Quelqu'un que bien sûr tout le monde attend, parce qu'il reste plus ou moins discret, mais tout le monde l'attend, dont moi compris, j'avoue être assez curieux de l'avancée de ce personnage. C'était J7 Sudemon en compagnie de Shinda Mishiki. Un grand merci d'avoir accepté de participer pour la deuxième fois à cette émission. Merci pour l'invitation, c'est normal. Toujours un autre merci pour accepter de venir. Enfin voilà, c'était J7 Sudemon. N'hésitez surtout pas à poster vos suggestions pour les prochains épisodes, à aller poster vos réactions. Et à bien sûr m'envoyer un petit message si l'un d'entre vous souhaite participer pour venir parler un jour d'un personnage qui lui tient à cœur. Merci à tous et à très bientôt pour un prochain SNH Legend. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Shinda Mishiki et Ryuzoji Yoru ont participé activement au règlement du problème de la surpopulation carcérale à Kiri. Puisqu'en effet, lors d'un RP, les deux hommes se sont donné rendez-vous dans les géoles du Mizuto pour faire un gros ménage de printemps au niveau des prisonniers. Voilà, donc tout ça pour dire qu'Akiri la sanglante, il valait mieux ne pas être un criminel. Fallait pas se faire prisonnier, valait mieux mourir en fait. Voilà, exact. Sinon, on s'en charger pour vous. Voilà, de toute façon, au final, ça revenait dans les poches de Nishiki. Voilà. Encore un grand merci à Shinda Mishiki. C'était encore une fois J7 Sudemon pour ce SNH Legend épisode spécial. A très bientôt à tous et puis go RP sur Shinobi no Nathan. Ouais, je vais commencer à le dire moi aussi. Il n'y a plus de copyright, c'est terminé. Bon, à très bientôt. Au revoir.